On continue et on va installer du coup des chaises supplémentaires. Voilà, le QR code pour poser vos questions. Bonjour monsieur, vous allez bien? Ben écoutez, nous on est très bien. Ça se passe très très bien et justement on va continuer parce que dans ces logiques d'attractivité, on l'a dit, il est primordial de changer de paradigme dans une économie en transition, transition écologique, énergétique, sociale et solidaire évidemment, et il faut embarquer tout le monde, on l'a dit, et pour embarquer tout le monde, la question de donner une place à chacun, chacune, la question de monter en compétence, elle est absolument centrale pour les emplois. Alors comment on fait ? On en parle avec Hugo Alvarez, Mathias Navarro, Corinne Dos Santos et Christelle Martinez. Bonjour Christelle. Hugo, Corinne, Mathias, je vous présente Hugo Alvarez, vous êtes directeur de la prospective chez France Stratégie. Pourquoi j'ai... Oui, eh ben non, mais j'ai deux trucs différents, c'est de ma faute. J'ai France Stratégie et de l'autre côté j'ai Atout France. Donc, j'ai pas pris la bonne ligne, je recommence. Hugo Alvarez, bonjour, vous êtes directeur de la prospective chez Atout France. Vous vous occupez donc Enfin, Atout France est une agence de l'État chargée du tourisme notamment. Et vous, vous êtes Montpelliérain. Depuis 3 mois. Prenez un micro. Voilà. Donc c'est un symptôme vivant de l'attractivité de Montpellier. Si je peux me permettre. En tout cas, à côté de vous, Corinne Dos Santos, formatrice à la transition écologique intégrale. C'est bon? C'est la bonne ligne. C'est parfait. Bienvenue. Mathias Navarro, cofondateur et CEO de Redman. Et vous êtes, entre autres, ici parce que vous êtes administrateur du mouvement Impact France. Vous nous direz en quoi consiste ce mouvement. Et Redman, hein, c'est de la promotion immobilière. Vous avez fait plein de bâtiments. Tout à fait. Plein de bâtiments super. À Paris, entre autres. Moi, je connais les Parisiens, mais il y en a d'autres. Oui, à Paris, la station F notamment, mais on fait beaucoup de rénovations surtout. Oui, bah vous nous en parlerez. Et Christelle Martinez, directrice du développement chez EDF, vice-présidente du MEDEF Hérault. C'est bien ça? Montpellier Hérault. Montpellier Hérault, pardon. Alors, peut-être... Commencer de manière très claire, on parle des transitions, etc. Ça paraît évident. Peut-être pas à tous et toutes. Corinne, peut-être commencer par vous. Le constat et les nécessités pour les entreprises aussi de penser ça, ça part d'où? Pourquoi, à votre avis, quel est votre diagnostic là-dessus? Pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi c'est nécessaire de changer? Il y a plein de raisons. Je pense que absolument tout le monde maintenant est au courant. Il y a un changement climatique en cours, une érosion de la biodiversité. On parle d'1 milliard de pics de chaleur supplémentaires pour 2050. 80, et on ne parle pas que d'écologie aussi, donc moi j'ai cette vision holistique de santé, et à Montpellier on commence à prendre les choses en main en termes de santé globale. C'est aussi pour 2050 80% des villes qui ont un seuil de pollution au-delà du seuil préconisé par l'OMS, des animaux sauvages disparus, etc. Je vous passe les détails moroses de cette transition qui est nécessaire en termes d'écologie, de santé, puisque de fait de ces transitions écologiques, climat et biodiversité, les inégalités, elles, vont en s'augmentant, puisque, on le sait très bien, ce sont plutôt les régions et les personnes aux plus bas revenus qui sont les plus... Ouais, ce qui veut dire en fait qu'il faut anticiper ces transitions, il faut que les entreprises s'y mettent, mais il ne va pas falloir laisser la moitié de la population sur le carreau. Exactement. Ça fait 5 ans qu'ont eu lieu les premières révoltes, les premiers rassemblements des Gilets jaunes aujourd'hui. Donc ça nous rappelle à quel point justement ces transitions doivent être anticipées et de la part de tous les acteurs du monde social. Peut-être là-dessus, Mathias, parlez-nous vous justement de l'action de Redman et du mouvement Impact France. Comment vous avez pris en charge ces éléments-là ? Alors, le mouvement Impact France, c'est une organisation patronale qui représente aujourd'hui environ 15 000 sociétés, qui a pris son origine dans le monde de l'ESS, mais qui aujourd'hui s'est élargi à toutes les entreprises qui ont mis l'impact au cœur de leur business model. Et on a un plaidoyer positif auprès des politiques publiques, qu'elles soient nationales ou régionales, pour travailler au fait de finalement moduler les aides publiques et la fiscalité autour des entreprises, autour de leur impact.
on mette fin en fait à une distorsion de concurrence qui existe aujourd'hui, au fait qu'on appelle ça un peu la prime au vice chez nous, qui est que c'est une espèce d'avantage compétitif à mal. Ça coûte moins cher d'aller produire un jean en Chine que de produire en France. Je pense ça parce qu'on a un de nos adhérents qui s'appelle 1083, qui est une société qui produit des jeans uniquement en France. Il a pris cette décision, ça lui coûte beaucoup plus cher, mais il n'a aucune aide spécifique. Il a le même niveau de TVA, le même niveau de fiscalité générale, le même niveau de charge, etc. Et donc, on essaie de bouger les politiques publiques là-dessus, et avec un outil qui est celui de l'impact score, qui est en fait une boussole qui permet, sur la même philosophie que finalement le Nutri-Score, c'est assez simple, on va dans un magasin, on voit tout de suite si on va bien A, B, manger. C ou D. Voilà. Et l'impact score, c'est la même chose avec, au sein de l'entreprise, les sujets d'impact dans le business model, le partage de la valeur, le partage du pouvoir au sein des entreprises, et ça nous donne une note. Et on a ainsi une cartographie un peu de l'impact des externalités négatives et positives des entreprises. Et il y a, on commence à avoir des résultats assez importants, vu que notamment la région Occitanie, on y est ici, a introduit l'impact score comme étant un élément obligatoire pour aller solliciter une aide publique aujourd'hui. Donc, et on est en train de travailler avec d'autres régions pour étendre ce système, et avec des métropoles aussi sur ce sujet. Mais Mathias, donc pour être clair, ça veut dire que vous, le plaidoyer au sein d'Impact France, c'est le Nutella de l'entreprise qui ferait, pardon, je suis un peu béotienne, donc je schématise. En gros, il y a une responsabilité des collectivités à se dire que les bonnes pratiques, il faut les pousser, et c'est ça l'enjeu. Ces entreprises qui s'engagent doivent être poussées par les collectivités, donc ça implique aussi un changement de paradigme et un changement dans les indicateurs. Bien sûr, oui, c'est une nécessité. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a déjà une distorsion de concurrence, mais elle est justement au détriment des entreprises qui s'engagent le plus. En fait, le fait de s'engager aujourd'hui, c'est quasiment un risque compétitif. On prend le risque de s'engager. Je prends un autre exemple, plus dans mon secteur par exemple, dans la construction et dans la rénovation. C'est plus cher aujourd'hui de travailler avec des matériaux recyclés, réemployés, que de commander des matériaux neufs. Je vais mettre des cloisons dans un immeuble de bureau. Il serait beaucoup plus intéressant de manière sociale et de manière environnementale d'utiliser des cloisons en réemploi. Mais sauf que ça coûte beaucoup plus cher, et ça va être plus long aujourd'hui, parce que les filières, on en parlera peut-être, les filières ne sont pas constituées, etc. C'est plus long que d'aller passer une commande de neuf qui va venir de l'étranger et qui va être livrée le lendemain. Et c'est ça en fait qui est problématique. Et donc effectivement, on pousse les pouvoirs publics, et notamment ceux qui ont la main sur l'activité économique, à commencer par les métropoles, d'aider ces entreprises spécifiquement. Ouais. Alors, Christelle Martinez, vous, au titre de votre vice-présidence du MEDEF Montpellier Hérault, mais vous êtes aussi dans les énergies renouvelables, je le disais, directrice du développement chez EDF. Est-ce à dire qu'ici, il commence à y avoir justement ce moment de transition? Est-ce que les entreprises commencent à prendre ce chemin-là? Alors, 2 points. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, moi j'ai été ravie ce matin, quand même, j'ai pris quelques notes. Il y a des mots qui m'ont parlé et qui m'ont rassurée dans le fait qu'on est sur la bonne tendance et qu'on va dans le bon sens sur ce territoire. On a parlé de collectif, j'ai beaucoup aimé le côté symbiose territoriale, j'en perds même mes notes. On a parlé aussi de transition globale, parce que là on parle de transition écologique, sociétale, environnementale, etc., etc. Mais comme vous le soulignez aujourd'hui, on est vraiment dans une logique de transition globale. Et sur ce territoire, en termes de filière par exemple, la filière des énergies renouvelables, elle est présente, elle se développe depuis une vingtaine d'années. On a de superbes entreprises qui développent des projets autour des ENR, autour de la mobilité électrique. On a de superbes pépites aussi, des startups qui travaillent dans ce domaine-là, du scope 3, etc., etc. Et nos besoins aujourd'hui, nous, si on doit s'adresser à la collectivité, c'est comment on peut travailler ensemble à former au mieux les collaborateurs pour une transition, donc les futurs collaborateurs de ces entreprises-là. Je vous propose de prendre... Voilà, la jupe glisse. Voilà. Pour des techniciens qui doivent
se spécialiser dans le monde des ENR. On a des problèmes de recrutement et le recrutement, il n'est pas seulement au niveau des cadres, il est aussi au niveau des techniciens. Et sur ce territoire-là, comme vous le disiez tout à l'heure, il ne faut pas laisser de côté une partie de la population qui n'est pas cadre, mais dont on a besoin, nous, entreprises industrielles spécialisées dans les énergies. Donc on a vraiment ce besoin-là. On a besoin de travailler ensemble et de collectif. Et au niveau du MEDEF, ce matin, quelqu'un faisait une petite cartographie de notre territoire. 80% des entreprises du territoire métropolitain et plus largement sont composées de TPE et PME. Ouais. Et ces TPE et PME-là, même si elles ont envie de s'engager dans cette transition solidaire, écologique et environnementale, elles n'ont pas forcément les moyens aujourd'hui de dédier quelqu'un à étudier la réglementation, de dédier quelqu'un à se dire c'est quoi mon objectif aujourd'hui. Il faut des fonctions support donc. Il ne faut peut-être pas des fonctions support, mais n'empêche que ce qu'on essaie de faire, nous, au niveau du MEDEF, c'est travailler de façon collective, monter des groupes de travail pour de l'échange de la bonne pratique et que demain, les grandes entreprises puissent aider aussi les plus petites entreprises dans du partage d'expérience pour que celles-ci se nourrissent et mettent en place de vraies politiques sociales et environnementales au sein de leur entreprise. Ce qui est absolument central au vu des filières, puisqu'on voit bien qu'en fait, exister tout seul, c'est pas possible. Mais là-dedans, dans cette dimension de transformation, Hugo Alvarez, vous avez travaillé sur la dimension tourisme. Clairement, ce qui est intéressant, c'est que, au même titre que ce que vient de nous dire Christelle Martinez à l'instant, c'est que là aussi, en fait, il faut changer, faire en sorte de revoir la manière dont on perçoit le territoire, mais faire monter aussi les gens en compétences, les former. Enfin, ça implique des transformations sur cette filière qui ne sont pas moindres. Non, tout à fait. Et il y a deux sujets qui font écho, qui entrent en résonance avec tout ce qui a été dit. Déjà, le tourisme, en termes d'impératif de transformation durable. Je ne vais pas vous saouler de chiffres, même si je peux faire ça très longtemps. Non, mais 2, 3, allez-y. 50% des stations de ski en Europe vont devoir fermer dans les 30 prochaines années dans un scénario à plus de degrés. Et on voit que si on n'est que à plus de degrés, on ne sera pas si mal. Plus 4, c'est 93%. Et vous avez 2200 campings en France qui vont devoir fermer dans les 40 prochaines années ou déménager parce qu'ils vont être soumis à l'érosion du trait de côte. Ce qui représente à peu près la moitié de l'offre capacitaire. Donc ça pose des questions d'adaptation, de changement des pratiques. Juste, pardon, ces chiffres sont hallucinants. Et c'est délirant, mais surtout que ça pose des questions sur comment nous on adapte nos pratiques, on adapte nos territoires, mais pour les chefs d'entreprise, vous avez des actifs qui deviennent inassurables, vous allez devoir demander des subventions de déménagement, enfin déménager un camping, même si vous êtes un petit camping, ça peut coûter plus de 5 millions d'euros. Après, il faut reconstruire et refaire tout le câblage, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des problématiques qui sont sociétales et des problématiques aussi de gestion et d'accompagnement des entreprises. Donc ça, on va dire, c'est le premier, on va dire la première vague, la première lame auquel est confrontée la filière. Et la deuxième, c'est la transformation des compétences. Le tourisme a ce paradoxe que c'est une filière en croissance. Donc on va continuer à recruter. Il va encore avoir plus de 100 000, je crois, créations d'emplois dans les 10 prochaines années, mais des énormes difficultés de recrutement. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème d'attractivité et il y a un problème de trouver les bons profils, trouver les moutons à 5 pattes pour répondre aux évolutions de la filière. Maintenant, et je crois dans le tourisme, c'est comme le panorama qui a été dressé par Marc et repris par Madame, c'est des entreprises qui sont souvent individuelles, des très petites. Et la transformation durable du tourisme, ça veut dire, non seulement vous devez savoir gérer un hôtel, gérer vos chambres, recruter vos personnels, faire le service d'accueil, il faut que vous gériez tous vos labels, il faut que vous soyez capable de mettre en place un dispositif de bonne gestion de l'eau, il faut que vous soyez capable de faire vos pages Google, de répondre à Booking, Airbnb, d'être présent sur les sites, sur les réseaux sociaux. Et ça, vous avez deux possibilités, où on met en place un accompagnement, un système de formation continue pour répondre aux besoins de ces sociétés, ou sinon, c'est les grands intermédiaires, type Booking, type Airbnb, qui vont développer ces services et qui vont encore plus capter la marge et réduire les retombées économiques sur le territoire. Donc lorsqu'on parle de transformation, c'est vraiment de l'écosystémique, du durable, de l'environnemental, des pratiques, mais aussi une réflexion sur la gestion des entreprises et sur l'accompagnement des compétences qui est fondamental dans notre filière. Alors justement, tirons ce fil-là si vous le voulez bien, sur la question des compétences, sur la question de la nécessité de travailler cette attractivité de métier qui, et on le voit depuis le Covid, enfin sur le tourisme aujourd'hui, on en arrivait dans certains coins en fait, de Bretagne ou de l'ouest de la France à devoir
pouvoir rouvrir des lycées, pour pouvoir offrir des internats aux saisonniers. Donc je dis ça pourquoi ? Parce que au-delà des salaires, au-delà de ces questions de où est-ce qu'on habite pendant la saison et compagnie, qu'est-ce que ça veut dire, vous, qu'est-ce que vous y avez vu en termes de, justement, de renouvellement complet de notre manière de percevoir ces métiers ? Il y a un rapport au travail qui a évolué globalement dans la société suite à la pandémie et qui a exacerbé des situations qui étaient très complexes dans les métiers du tourisme. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui, parce qu'il y a une problématique, on va dire, basique sur les rémunérations, les charges, la fiscalité, mais là, la métropole ne peut pas y faire grand-chose. Ça se joue ailleurs, ça se joue au niveau des branches, au niveau national. Mais les questions d'attractivité, les questions d'accueil, les questions de parcours, et on parlait de désaisonnalisation tout à l'heure, là, ce sont des réponses que peuvent avoir un territoire local pour dynamiser l'attractivité de leur filière. Pourquoi ? En proposant des offres d'hébergement, en ayant une forme d'hybridation des actifs pour pouvoir accueillir des personnes et diminuer le coût du loyer pour les saisonniers. Il y a un sujet aussi au niveau des entreprises sur comment on mutualise, comment on peut avoir des pools de recrutement qu'on peut partager, ce qui permet à la fois de sécuriser les formations et aussi de mieux gérer les plannings, parce que c'est ça dans l'hôtellerie, hein, maintenant vous dites, vous faites 3 jours de suite, vous travaillez, vous faites des nuits, ça ne marche plus maintenant. Donc il y a vraiment une réflexion locale, et je dis avec toute la noblesse qu'on peut mettre derrière ce terme, une forme de réflexion municipale, sur en gros comment tous les acteurs privés, les acteurs de la formation continue, les acteurs politiques peuvent trouver des solutions, et ça on a bien vu cet été en Occitanie et également dans les régions alpines, sur les territoires des Deux-Savoie, il y a eu des très belles illustrations départementales, métropolitaines pour répondre à ça et qui montrent que ce n'est pas une fatalité. Mais ça demande justement une approche en assise. Oui, mais justement, vous le dites bien, ce sont ces assises. Corinne Dos Santos, sur cette question justement de ces métiers qui vont se transformer, qu'est-ce que ça veut dire implicitement en termes de changement de regard, de changement de paradigme aussi pour les entreprises. On le disait et à l'instant ça a été redit. Cet équilibre entre vie privée, vie professionnelle, il a été posé de manière centrale depuis le Covid, depuis la pandémie. Ça, il faut le prendre en compte. Oui, complètement. En fait, on sait qu'on va aller vers de plus en plus de crises. Désolée, je suis un peu l'annonceuse de mauvaises nouvelles, ça fait partie de mon métier. Hugo, on n'était pas prêts. Hein. Et le tourisme, malheureusement, si je veux reprendre cet exemple, il ne fait pas partie, si je reprends la pyramide de Maslow, de nos besoins primaires. Le tourisme, il n'est pas forcément dans les premières lignes, on va dire, de ces besoins-là. C'est une activité qui a commencé tardivement. Néanmoins, c'est aussi un besoin quand même de ressources. Et qui s'est largement démocratisé. Et voilà, qui s'est très généralisé, internationalisé, etc. Du coup, moi j'aime bien prendre cet exemple de cette pyramide de besoins pour dire que tous les métiers qui sont à cette base-là, donc de se nourrir, se loger, sont centraux. Alors je me permets de poser la question de comment le tourisme il aide à développer ces métiers-là aussi, peut-être qu'il peut l'aider, et comment on les rend un peu plus sexy, c'est-à-dire comment on attire les personnes vers ces métiers-là, comment on les aide au-delà de la formation qui est indispensable, et je prêche un peu ma paroisse, mais comment effectivement on les accompagne. Est-ce qu'on crée un service public de l'accompagnement de la transition, de l'urgence climatique, je ne sais pas, appelez-le comme vous le souhaitez, et comment est-ce qu'on valorise en fait ces métiers-là. Donc au-delà du financier, qui est une évidence, parce que c'est tout ce qui est les métiers de santé, de l'agriculture, etc., sont aujourd'hui les plus en crise. Comment on les valorise davantage en termes aussi de récits. On parlait des récits tout à l'heure. Comment ça devient plus sexy dans une société maintenant d'être agriculteur, par exemple. Et comment on les accompagne justement peut-être vers plus de collectifs. On parlait de gestion en collectif. Moi, aujourd'hui, demain, on me propose d'aller travailler dans une ferme. Je ne suis pas forcément partante si je suis toute seule, par exemple. Par contre, un métier manuel, si on est une équipe de 10, 15 sur une ferme collective, là, c'est plus facile, c'est plus envisageable, on arrive mieux à se projeter, par exemple. Et changer les récits, ça veut dire que ça aussi, ça fait partie de l'attractivité. Mais est-ce que c'est la même chose, Mathias Navarro, vous, que vous voyez dans votre secteur d'activité, cette nécessité de changer les récits, de travailler une attractivité, de faire en sorte aussi que
sur ces transitions, tout le monde soit formé, c'est ce que nous disait Corinne à l'instant. Vous, comment est-ce que vous le percevez concrètement dans vos activités ? Alors c'est exactement ça, Corinne, elle met le doigt sur le sujet effectivement de la priorisation peut-être de certaines activités par rapport à d'autres, et c'est vrai que c'est des sujets de renoncement. Il y a un vrai sujet sur quels sont les risques de ces transitions sur les métiers qui existent aujourd'hui. Il y a vraiment une vulnérabilité d'entreprises et même de filières qui sont beaucoup trop dépendantes aux énergies fossiles qu'on n'anticipe pas forcément. On prend beaucoup de retard, et je prendrai l'exemple par rapport à notre activité dans l'immobilier, beaucoup de retard sur la formation des salariés et sur la transformation et la création de filières. Sur le sujet de la filière, par exemple en immobilier, on a une chance sur cette activité, c'est qu'il y a une sorte de plan B qui existe quand même dans très très peu d'autres activités, c'est celui de devoir tout rénover, parce que tout ce qui a été construit doit être rénové, quasiment tout. Il y a, pour donner quelques chiffres, 37 millions de logements en France. Sur ces 37 millions, il y en a 32 ou 33 millions qui doivent être rénovés d'ici 2050. Ce marché, c'est un marché estimé entre 30 et 40 milliards d'euros par an pendant 30 ans. D'accord ? C'est les chiffres de l'ADEME, tout ça, hein, c'est pas les miens. Et ça, c'est de l'emploi non délocalisable, c'est sûr. C'est de l'emploi totalement non délocalisable, mais c'est des emplois qui n'existent pas aujourd'hui et sur lesquels on a pris un retard considérable, parce que les chiffres qui sont annoncés on parle de 700 000 rénovations par an aujourd'hui, mais c'est pas du tout vrai. En fait, ce sont des rénovations petites mains. Il faudrait des rénovations complètes, et il y en a quelques dizaines de milliers par an. Et pourtant, les filières n'existent pas, sont très très peu formées aujourd'hui. C'est des métiers effectivement qui sont partout en France, qui sont non délocalisables. Et pour autant, alors qu'on parle, quand le plan France 2030 est sorti il y a 2 ans, là, je crois, c'est la première ligne de la première page. Il faut rénover les bâtiments en France, tous. C'est une question de survie quasiment, par rapport notamment au sujet du confort d'été. On a quoi, 7 millions de personnes en précarité énergétique, hein, oui, aujourd'hui. Et ça va continuer, parce que bien évidemment, les épisodes de chaleur, de confort d'été et de confort d'hiver vont être extrêmes, de plus en plus extrêmes. Et pour autant, on vient d'apprendre, je crois que c'était hier ou avant-hier, les crédits de l'État cette année dédiés à la rénovation n'ont pas été tous utilisés, faute d'artisans. Faute d'artisans, les crédits qui sont pourtant que 2 ou 3 milliards d'euros par an, hein, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, ils ne sont même pas utilisés aujourd'hui parce qu'il n'y a pas la main-d'œuvre là-dessus. Et donc, il y a quand même une question à se poser. Ma société, c'est une société de promotion immobilière, on construit aussi, mais il y a quand même une question de réorientation de la priorité de tous ces métiers par rapport aux nouveaux enjeux. Et on parle. Oui, c'est peut-être moins sexy d'envisager de rénover un bâtiment ou une maison que d'en construire. Et là-dessus, il y a effectivement tout un récit à reconstruire, à créer autour de ça. Oui, mais ça me rappelle ce que vous dites. Il y a eu une tribune qui a été signée par plusieurs architectes dans le monde il y a peut-être lors de 3 semaines, qui disait qu'en fait, par exemple, sur la question de la rénovation, plutôt que de détruire dans le logement social, et on sait, ici, il y a aussi des dispositifs en rue sur le territoire, on sait que cette destruction puis reconstruction, en fait, elle a un coût écologique absolument énorme, et c'est là qu'intervient aussi cette dimension de nouveaux indicateurs pour l'action publique. Là-dessus, peut-être un mot, Christelle Martinez, et ensuite, on peut aller sur cette projection. Vous, sur cette filière, vous le disiez, la problématique, c'est aller trouver des gens, faire en sorte que ces métiers soient attractifs, former. C'est ça que vous attendez des collectivités ? Aujourd'hui, en termes de formation, comme c'était précisé ce matin, hein, il y a le problème premier des entreprises, c'est le recrutement, effectivement. La formation, effectivement, et la mise à niveau ou en compétence des nouveaux besoins demain. C'est vraiment une problématique. Donc, ce qui se passe au niveau des filières, si je reprends la filière des ENR qui est très présente sur le territoire, qui est une vraie force de notre territoire quand même, hein. On n'en parle peut-être pas assez, ou alors je suis un peu déformée parce que je suis énergéticienne, mais aujourd'hui la filière des énergies, de l'énergie et des énergies renouvelables sur le territoire de Montpellier est une force vraiment vive, qui s'est créée il y a déjà plus de 20 ans, donc il y a quand même une certaine maturité. Et par contre, les ENR, comme vous le disiez, ce sont des métiers qui ne sont pas délocalisables, mais il y en a partout en France.
D'accord ? Et en termes d'attractivité, c'est comment on fait venir les bons collaborateurs chez nous, comment on les garde et comment ils restent sur le territoire, comme on le disait. Donc il faut travailler à la formation, il faut travailler aussi à la marque employeur de ces entreprises, parce qu'aujourd'hui c'est un vrai facteur discriminant pour une entreprise, pour pouvoir garder son collaborateur et on travaille dans ce sens-là. Et pour les garder aussi, il faut que le territoire, l'entreprise a pour responsabilité de bien traiter dans son collaborateur, de le faire évoluer dans son parcours pro et qu'elle soit bien dans son activité professionnelle. Mais comme vous le disiez ce matin, quelqu'un le disait ce matin, un salarié c'est aussi un citoyen et il faut qu'il ait envie de rester sur le territoire plutôt que d'aller à Londres, Dublin ou ailleurs. Et donc il faut qu'on travaille vraiment en collaboration avec le territoire pour travailler à cette fameuse qualité de vie au travail chez nous et sur notre territoire. Et la qualité de vie au travail, c'est la mobilité, c'est du foncier, c'est de l'immobilier qui soit bien, beau, agréable, pas trop cher pour un collaborateur. Donc il y a quand même, on ne peut pas travailler seulement côté entreprise ou côté de collectivité, il faut vraiment qu'on travaille ensemble et chacun a sa part de responsabilité pour vraiment qu'on puisse faire émerger cette filière et qu'on garde nos collaborateurs chez nous. Ouais, et ça c'est important, et Corinne, ça vous l'aviez mentionné dans nos échanges préalables, cette nécessité en fait de voir cette quête de sens, citoyens collaborateurs, cette nécessité aussi de s'engager dans une entreprise ou dans une mission et avec cette dimension de récit dont on parlait aussi. Ça, c'est quelque chose qui est absolument central et le territoire, l'entreprise en transition, ça doit être quelque chose qui doit être... Enfin, c'est un gage d'attractivité selon vous ? Oui, complètement. Alors moi, ça fait partie aussi de ma reconversion personnelle. J'étais ingénieur pendant une dizaine d'années, si je parle de moi 3 secondes. Et aujourd'hui, voilà, je forme à la transition. C'est quelque chose qui aujourd'hui me fait lever chaque matin. Et ça, c'est pas que dans le tertiaire. Je pense que voilà, dans les métiers aussi du bas à l'échelle de Maslow, clairement, ça peut jouer. Je parlais aussi dans nos échanges de ce triangle que j'appelle un peu le triangle de l'immobilisme, de l'inaction, où on a d'un côté les individus, les consommateurs, les pouvoirs publics, le gouvernement, et puis les institutions économiques, les entreprises. Et en fait, on a tous une excellente raison de se renvoyer la balle toujours. Voilà, c'est très légitime. On est une espèce qui adore les histoires et donc on s'en raconte plein. Et malheureusement, aujourd'hui, voilà, ça fait 30 ans que ça ne fonctionne pas. Donc il y a ce besoin de travailler en collectif. On se raconte qu'on fait plein de trucs et que ça va être génial, mais en fait, il ne se passe rien. C'est ça que vous nous dites. C'est ça. Moi, mon métier, c'est de la pédagogie tête, cœur, corps. Donc c'est-à-dire qu'on fait passer les personnes de l'intention, de l'envie à l'action, ce qu'on appelle la cohérence, voire la congruence. Et comment ça se ficelle ? Et ben, c'est effectivement en faisant participer les personnes. Si ça vient d'elles, peu importe sur lequel angle elles sont de ce triangle, bah, ce sera beaucoup plus facile à mettre en œuvre que si on leur dit faites ci, faites ça, par exemple. Donc là, ce qu'on est en train de faire, ça va dans la bonne direction, je pense. Ouais. Et là-dessus, peut-être Hugo Alvarez, cette décarbonation des territoires, des entreprises, etc. On parlait tout à l'heure via le mouvement Impact Trans, que vous nous disiez sur les labels et sur ce Nutri-Score des entreprises, cet Impact Score. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir penser dans l'action publique aussi et donc donner un sens en fait à tout ça dans l'idée d'une décarbonation. Oui, bon, on est en train de le mettre en place d'ailleurs. Ce sera peut-être plus un Touri-Score qu'un Nutri-Score, mais c'est dans cette idée-là, en sachant que sur le tourisme, il y a des problématiques. Il y a le carbone, évidemment, mais il y a aussi des problématiques autres. Le carbone, de toute façon, et le transport aérien, ça va être 70% du bilan des gaz à effet de serre, donc on sait où travailler. Les sujets plus complexes, et on l'a bien vu en Occitanie, et surtout sud de l'Occitanie, Pyrénées-Orientales, c'est tous les conflits d'usage liés aux autres ressources rares, notamment la gestion de l'eau. Et vous avez le pic touristique qui arrive au même moment du pic d'irrigation pour les cultures et les pics de navigation sur les voies fluviales. Donc ça fait des gros conflits d'usage. Et là, lorsqu'on parle de concertation, c'est vraiment des concertations qui dépassent le cadre, on va dire, territorial, administratif stricto sensu, mais qu'il faut penser à l'échelle du bassin de vie, du bassin économique global. Et dans le tourisme, il y a ce genre de concertation qu'on met dans la gestion des grands sites, par exemple le Mont-Saint-Michel, où
durable à la fois les acteurs touristiques, à la fois les locaux, à la fois les personnes qui traversent et qui utilisent les mobilités, mais aussi l'ensemble de la filière pêche ou de la marine marchande, en gros pour que tout le monde puisse avoir un droit à la parole, un droit à la compréhension des enjeux de l'autre. Ce n'est pas une recette miracle parce que ça demande énormément de temps. Oui, mais c'est un autre type de gouvernance, Voilà, presque en mode convention citoyenne, quoi. Mais c'est nécessaire. Et nous, on réalise des études chez Atout France sur l'acceptabilité du tourisme par les résidents. Et on voit bien qu'en France, on a quand même une population à fleur de peau sur les sujets de sensibilité au pic de fréquentation. Je préfère ça à surtourisme. Mais à l'inverse... Oui, c'est l'euphémisme complètement. Oui, vous avez Amsterdam-Venise, mais qu'il y ait du monde à la grande mode, c'est normal. Ça a été construit pour. Donc, oui, mais là, on voit bien qu'il faut sortir de cette espèce d'hyperspécialisation territoriale, cet héritage de la datar, quoi. Exactement. Et pour terminer sur mon point, il ne faut pas oublier par rapport à l'idée, ce que disait Madame aussi sur les marques employeurs, sur les récits collectifs, on a à peu près 57% des Français qui vivent en territoire touristique. Le principal point qui nous remonte, c'est la fierté. Avant d'être embêté par les cars de touristes et par les parkings remplis, et on tourne 1 heure avant d'arriver à se garer à cause des touristes, avoir des personnes chez soi, avoir des personnes qui viennent poser des questions aux artisans, qui viennent visiter notre patrimoine, c'est un motif de fierté et ça fait partie aussi des arguments d'attractivité territoriale. Ouais, c'est toujours sympa quand on vous dit moi je vis où tu pars en vacances. Riez, vous vivez pas où je vis. Et où Mathias vit aussi, qui me parlait hier en arrivant, on a pris un mur d'eau, c'est terrible. Mathias, avant de vous passer la parole, vous vous souvenez du QR code, on va passer aux questions-réponses. J'aimerais bien vous entendre là-dessus, que ce soit Corinne, que ce soit Hugo, il posait la nécessité d'une forme de partage du pouvoir, d'une autre gouvernance. Ça, dans des entreprises en transition, ça veut dire quoi concrètement ? Parce que ça, c'est de l'innovation sociale pour le coup. Oui, c'est de l'innovation sociale. Le sujet, il est effectivement d'avancer vers des nouvelles formes d'entreprise et de nouvelles formes de gestion, des externalités de cette entreprise pour les rendre plus positives. Donc ça peut être quoi? Ça commence souvent par une chose assez simple qui va être le partage du capital de l'entreprise, qui va au-delà, parce qu'on a souvent la voiture balai, la réglementation, qui dit toutes les entreprises en fonction de leur taille doivent mettre en place ci ou ça, mais c'est une voiture balai, quoi. L'objectif c'est quand même d'aller beaucoup plus loin à chaque fois, donc ça c'est un sujet. Il y a le sujet de la rémunération de manière générale, qu'est-ce qu'on fait de l'argent qui est gagné collectivement par l'entreprise. Et quand on dit justement qu'on veut, par exemple, un taux d'IS qui ne soit pas le même sur les résultats de l'entreprise, que l'argent soit affecté à servir les actionnaires ou à augmenter les salaires, c'est bien dans ce domaine-là. C'est qu'on doit pouvoir travailler, notamment par exemple sur un sujet de ratio entre les salaires les plus bas et les salaires les plus hauts dans l'entreprise. C'est un sujet hyper intéressant parce qu'on a travaillé largement et heureusement sur le sujet de parité, par exemple, et on a normalement dans les entreprises une égalité salariale, mais là où il n'y a pas d'égalité, par exemple, c'est que la moyenne des salaires des hommes sont toujours supérieurs à la moyenne des salaires des femmes, parce qu'on a des niveaux de salaire les plus bas qui sont à 80, 90, voire 100% des salaires féminins. Et donc l'écart, par exemple, entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut est un élément de l'impact score qui est extrêmement intéressant, parce qu'on doit avoir une politique salariale au bénéfice notamment des salaires les plus bas qui est extrêmement importante. Je voudrais juste rajouter une chose, c'est que toutes les entreprises, elles sont mobilisées sur ces sujets, et notamment dans les grandes entreprises. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les collectifs. Je sais pas, on n'en a pas parlé, mais c'est hyper intéressant, parce que c'est vraiment un accaparement direct par les salariés, par les jeunes généralement, souvent par centaines, voire par milliers dans les grandes entreprises, qui font bouger finalement leur patron, leur COMEX, leur CODIR, pour leur dire vous n'allez pas assez loin dans les sujets de transition environnementale, on veut que ça aille plus loin, on n'ira pas forcément ailleurs, on veut que ça bouge de l'intérieur. Et ça veut dire que dans les entreprises, ces mouvements-là vous poussent, par exemple, à aller dans des labels, devenir entreprise à mission, et ça, est-ce que c'est accessible à tous? Ce que nous disait Christelle, enfin, on est une TPE, on est une PME, avoir un label entreprise à mission ou Bicorp, pardon, mais est-ce qu'on n'est pas armé pour faire ça?
toutes les entreprises peuvent se pousser. Il y a des très grandes entreprises qui sont devenues des entreprises à mission. La Poste est devenue une entreprise à mission. La SNCF vient d'intégrer le mouvement Impact France. Ce n'est pas une petite entreprise. Jean-Pierre Farandou, il est dans notre conseil d'administration. On travaille avec lui sur des sujets effectivement de labellisation. Mais Danone, par exemple, qui est une société qui est au CAC 40, est sur un chemin de labellisation Bicorp. Alors oui, ça ne se fait pas en un an comme ça se fait pour les entreprises de notre taille. On est devenu Bicorp il y a 4 ans aujourd'hui. C'est un moindre travail que pour une société cotée, mais ça se dessine sur un chemin. Danone le fait sur 5 ans. Volvic, qui est une de ses filiales, est devenu Bicorp sans aucun problème. Mais ça veut dire que des PME, des TPE peuvent prendre ce chemin aussi? Aujourd'hui, je pense que avant tout, il faut savoir ce que font les entreprises et vers où elles vont avant de parler de label. Le label, c'est un bel objectif et c'est ce vers quoi on doit tendre tous, j'ai pas de souci là-dessus. Mais comme vous le disiez, tout le monde n'a pas les moyens ni la ressource pour se lancer là-dedans. Donc, sur le territoire, nous aujourd'hui au niveau du MEDEF, on a tendance à vouloir d'abord prises dans des commissions, dans des groupes de travail, de réflexion autour de l'attractivité, autour de la croissance responsable, la marque employeur, etc., etc. Et on voit bien que quand on lance ces groupes de travail qui sont des réunions d'échange et de partage et voir comment on peut mener des actions collectives, les entreprises sont là. Les entreprises sont là, elles viennent pour nous aider à réfléchir et parce qu'elles ont besoin de se nourrir de tout ça, parce qu'elles sont déjà engagées dans cette réflexion-là. Le monde économique est engagé dans cette réflexion-là. Oui, alors par contre, il faut les accompagner parce que toutes certains les vous diraient, moyens. et c'est ce que nous dit Mathias, c'est qu'il y a des entreprises où il y a des salariés qui disaient ok, vous êtes engagés, il suffit pas de dire que tout le monde a une politique RSE, ça c'est facile. Mais il y a un moment, c'est comment vous délivrez et comment les résultats sont là. Aujourd'hui, c'est pas que des salariés, c'est aussi des chefs d'entreprise qui sont engagés et qui mettent en place des systèmes soit de labellisation, soit d'accompagnement social au niveau de leur entreprise. Et ce qu'il faut aujourd'hui, à mon avis, la première étape, c'est acculturer, sensibiliser, pousser, montrer par l'exemple et faire en sorte que les grandes entreprises dont vous parliez par exemple et les PME puissent échanger, partager et qu'il y ait un vrai sens de partage collectif pour avancer tous ensemble. En tous les cas, c'est sur les territoires, c'est ce qu'on tend à faire. Ok. Et du coup, Corinne, vous allez avoir plein de travail dans les mois à venir. J'invite nos précédents intervenantes à nous rejoindre. On va rajouter des chaises parce que plus on est de fous, plus on rit. Et posez vos questions. Et Julien, normalement, il y a un dessin. Ah, je ne sais pas. Julien, je ne sais pas qui il a croqué, mais je suis sûre que... Ah, vous avez besoin d'un micro? Ben oui, Julien, on va essayer de te mettre un peu de lumière. Ah ben voilà, regardez. Les transitions, Hugo. Vous avez été croqué, arrive à grands pas, il faut s'adapter avec des nouveaux récits. Corinne nous dit les métiers utiles doivent regagner leur lettre de noblesse. Alors, Julien, dis-nous. Ben, j'ai tout bien écouté et il se trouve que tout est absolument interconnecté comme sur un tableau de détective policier. Il se trouve que les transitions arrivent à grands pas et donc il va falloir qu'on s'adapte tel un adaptateur HDMI USB-C. Pourquoi s'adapter? Eh bien parce que la crise écologique vient et c'est Madame Dos Santos qui nous l'a dit. Elle a pointé du doigt le fait qu'en bas de la pyramide de Maslow, nos besoins primaires qui sont remplis, qui sont aidés par des métiers très utiles. Ces métiers utiles, ils vont devoir regagner leur lettre de noblesse. Et pour ça, il faut construire des nouveaux récits. On retrouvait cette notion de nouveaux récits aussi avec M. Alvarez qui nous disait qu'il fallait développer ces filières dont nous aurons cruellement besoin dans les temps qui viennent. Cette crise écologique, elle est prise en compte déjà aujourd'hui, et M. Navarro nous l'a dit, parce qu'il y a de plus en plus de création d'entreprises à impact. Et lui, il milite pour que ces entreprises, elles aient leur place et qu'elles soient valorisées par les pouvoirs publics, on vienne un petit peu enlever le frein qui est aujourd'hui de s'engager. C'est un peu un désavantage compétitif. Eh bien, si on était valorisé, encouragé par les pouvoirs publics à ce compte-là, peut-être qu'on pourrait atténuer ce frein. On nous dit d'ailleurs que les entreprises à impact marchent à toutes les échelles. Bon, Madame Christelle Martinez, elle n'est pas convaincue, mais elle pense quand même que si on crée du sens, ça donne
envie aux salariés de rester sur le territoire. Et c'est bien un des sujets à Montpellier, faire venir les gens, on sait faire, maintenant il faut les faire rester. Et si on leur donne envie de rester avec du sens, de la qualité de vie, ça crée donc de l'attractivité, mais une attractivité qui s'ancre dans le temps. Et je pense que c'est ce qu'on cherche à faire. Alors Merci là, beaucoup. des applaudissements, un tonnerre. Julien, bravo. Incroyable. Incroyable. Le design thinking, c'est vraiment un truc génial. Bravo pour ça. Et je pense que ça, on va peut-être pouvoir vous le faire passer parce que tout est dit. Tout est dit. Chers amis, vous avez certainement posé des questions via l'application Slido. Des questions dont je vais me faire la porte-parole. Elles arrivent, les questions. Hop, je les vois qui arrivent. Mais merci Julien pour ces éléments. Hop. Comment ça va? On a du retard, hein, parce que vous avez été trop long. Donc du coup, on va essayer de ratatiner tout ça parce qu'on a encore des choses à se dire. Alors, en tant qu'entreprise, comment franchir le pas et par quoi commencer pour engager sa transition tout en restant compétitive, en maintenant ses emplois et sa croissance? Eh ben voilà, aux questions qu'on se posait tout à l'heure. Mathias, vous allez démarrer. Comment on franchit le pas? Moi, ma conviction, c'est qu'il faut prendre conscience, et je pense que ce n'est pas le cas, c'est pour ça que je le dis aujourd'hui, prendre conscience du mur qui arrive en fait, qui arrive devant nous et assez à grands pas, et que les entreprises doivent absolument bouger pour finalement survivre. Donc ce n'est pas qu'une question d'engagement, c'est peut-être même avant tout une question de résilience pour l'avenir de nos entreprises. Et comprendre que si on ne bouge pas, si on ne change pas complètement aujourd'hui, les entreprises, les filières ont vocation à disparaître. Donc c'est déjà une prise de conscience immédiate et urgente. Et après, dans la transformation, il y a plusieurs canaux. Il y a effectivement celui d'intégrer, de réfléchir, parce que je suis d'accord, le fait de devenir une entreprise à mission, c'est une finalité peut-être à quelques mois ou quelques années, mais en tout cas de travailler sur sa raison d'être, à quoi on sert et surtout à quoi on va servir, à quoi notre entreprise va servir dans les années à venir face aux défis qui sont les nôtres, et trouver du coup la raison d'être de sa société et travailler là-dessus. Intégrer sa raison d'être dans ses statuts, devenir entreprise à mission, devenir une Bicorp et intégrer Impact France. Évidemment. Jacques, vous avez entendu filière et vous avez fait, moi je veux dire un truc. Non, j'ai entendu mur. Le mur, si je suis une voiture et que je vais à 100 à l'heure, c'est un drame. Ouais. Et si je suis un alpiniste, un escaladeur, c'est une opportunité, c'est génial. Donc le mur, c'est peut-être mauvais, mais c'est peut-être bon aussi. La réponse à la question que j'ai envie de faire, je vais prendre un exemple montpelliérain. Il y a ici à Montpellier une entreprise qui s'appelle SLB, donc c'est le groupe Schlumberger. Schlumberger, vous connaissez, c'est de la métrologie, c'est du forage profond pétrolier. Et cette entreprise qui va bien a pourtant poussé des collaborateurs à créer une filiale, enfin une start-up qui s'appelle Celsius Energy et qui utilise des savoir-faire de l'entreprise mère, on va dire, la métrologie, les mesures, les forages profonds, etc., pour se tourner vers la géoénergie, géothermie. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que même un géant mondial comme Schlumberger, qui est en particulier présent ici, avec des dizaines de salariés, est capable, et c'est ça que le territoire doit entretenir, de se poser la question de, il y a la crise qui arrive, il y a le mur qui arrive, mais moi, je vais l'escalader. Et je vais l'escalader comment? Je vais passer de Obélix à Astérix. Et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Et Astérix, il sait grimper. Voilà. Astérix, il sait grimper. Corinne, peut-être là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire déjà en termes de, on le disait, accompagner les collaborateurs pour une prise de conscience de ces pratiques, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on peut facilement peut-être mettre en place déjà, en premier lieu? Oui, très clairement, un peu, je reprends ce que disait Mathias, on a besoin de déjà réfléchir à quoi on sert, peut-être se diversifier et puis penser long terme. Et donc oui, ça veut dire, première étape, c'est pourquoi on doit faire tout ça. Et aujourd'hui, force est de constater dans les interventions que je fais et mes collègues, que ce n'est pas toujours le cas malheureusement,
ou en tout cas on ne se rend pas compte à quel point l'urgence est là, et du coup c'est ça qui aussi met en mouvement les personnes. Une fois compris dans leur tripes, et je reprends tout à l'heure mon histoire de pédagogie de tête, cœur, corps, il faut que ça passe par le cœur. Et le sens, du coup, aussi qu'on citait tout à l'heure. Mais alors attendez, ça consiste en quoi cette pédagogie de tête, cœur, corps? J'ai pas relancé tout à l'heure, mais alors ça veut dire quoi? Qu'il faut en passer par une émotion sensible, c'est quoi? C'est ça, c'est quand on parle de toutes ces crises écologiques, climatiques, biodiversité, on ne s'en rend pas forcément compte déjà. C'est-à-dire que nos ancêtres, eux, ont vu comment il y avait plein de poissons dans l'océan, les pêcheurs des années 50, 70, puis aujourd'hui les pêcheurs d'aujourd'hui, par contre, eux, n'en voient pas autant. Et ils ne se rendent pas compte en fait de la différence puisqu'ils n'ont pas connu le passé. Et donc qu'est-ce que ça leur fait quand on leur... En fait, il faudrait qu'il y en ait 10 fois plus des espèces, par exemple. C'est un mince chiffre. Et donc, qu'est-ce que ça vous fait, en fait? Et de prendre ce temps-là, de ressentir qu'est-ce que ça nous fait, ces crises-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, personnellement, nos enfants, nos petits-enfants. Un développement d'éco-anxiété, là. Juste, vous me dites ça, j'ai un mouvement de... Oh, mon Dieu, d'accord. Ouais, mais derrière, en fait, cette prise de conscience et cette mise en émotion de ces faits-là fait qu'en fait on a envie de se mettre en mouvement. La tristesse, la colère, c'est positif en fait. On a tendance à labelliser ces émotions-là comme étant négatives, mais en fait ça dépend d'où on regarde. Et au contraire, c'est ce qui permet de nous mettre en mouvement derrière et de nous donner en fait sens dans ce qu'on fait tous les jours. Emmanuel, j'aimerais bien vous entendre, alors en tirant le fil de cette question, franchir le pas de la transition. Vous le disiez tout à l'heure, ça implique aussi de revoir ses modes de gouvernance, de pensée collaborative, d'être dans une forme d'horizontalité. Sauf que là-dedans, il y a un mot moi, qui m'interpelle, c'est la compétitivité. Qu'est-ce que ça veut dire, en termes de changement de paradigme, de penser co-construction, horizontalité, quand finalement, il faut rester compétitif? Là, est-ce que vous y voyez quelque chose de totalement antinomique? Ou est-ce que les collectivités ont quelque chose à penser aussi là-dedans? Est-ce qu'on peut à un moment être concurrent, mais partenaire? Alors, oui, bien sûr, on peut être concurrent et partenaire. Enfin, d'ailleurs, on l'est tous dans nos vies en permanence. Moi, je dirais qu'en fait, je crois qu'il faut qu'on accepte, je vais aller un petit peu dans le sens de ce qui vient d'être dit, il faut qu'on accepte des ruptures mentales. Des ruptures mentales individuelles, je le disais tout à l'heure, considérer que le territoire, c'est un actif de l'entreprise, c'est vraiment une rupture mentale. Considérer que quand je suis président, je dois descendre de ma majesté pour devenir un soutien, un impulseur, etc., des dynamiques territoriales, de projets réalisés par d'autres, c'est une rupture mentale. En matière de transition, il me semble qu'on a aussi besoin de ces ruptures, qu'on doit tous les faire. Et du coup, il n'y a pas d'antinomie avec la compétitivité. La rupture, enfin, il me semble-t-il, elle va au contraire nous permettre de nous dire qu'on va chercher la compétitivité par le biais de ces nouvelles pratiques. Alors, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais je peux le rajouter juste pour finir ici, dire que quand je parlais de symbiose entreprise-territoire, c'est vraiment une rupture là aussi. Et il y a des conditions pour la produire. La condition, la première, c'est effectivement de donner du sens. Enfin, on parle de raison d'être des entreprises. Moi, je parle de raison d'être des projets d'une manière générale. Je pourrais vous raconter pourquoi EuropaCity s'est effondré, faute de sens, alors qu'il y avait un sens à faire ce projet dans le nord de Paris. Mais on ne l'a jamais expliqué. Le deuxième, vous l'avez rappelé, de rupture mentale, et une rupture mentale vraiment de la part, souvent de la part de nos politiques, c'est de dire ce qu'on, de dire ce qu'on va faire pour pouvoir ensuite faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Il faut être sincère, il faut être transparent, il ne faut pas mentir. Les promesses non tenues sont bien pires. Et puis la troisième, c'est l'intégration des parties prenantes. Et là encore, une rupture mentale. Ça veut dire qu'on passe de propriétaire d'un projet singulier à copropriétaire d'un projet collectif. C'est une rupture fondamentale dans nos manières de faire. Et moi, je pense qu'en fait, effectivement, on a besoin de formation. On a besoin de formations techniques, elles sont absolument indispensables. Mais on a surtout besoin de
de nous changer nous-mêmes. Oui, de nous changer nous-mêmes. Christelle Martinez, et ensuite on passe à la deuxième Un question. petit point sur les entreprises. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une réponse sur comment franchir ce pas, parce que chaque entreprise aura son propre plan d'action pour engager sa transition environnementale et sociale. Il n'y a pas une recette, il n'y a pas une méthode, d'abord tu fais ça, ensuite tu fais ça, ensuite tu fais ça. Ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de la force des salariés, ça va dépendre du secteur d'activité. Mais nous, ce qu'on peut préconiser souvent, et quand vous parliez de concurrents et partenaires, vraiment ce sont des sujets, on le voit au niveau du MEDEF, qui peuvent rassembler et qui peuvent faire qu'on a 10 chefs d'entreprise dans une même salle qui peuvent réfléchir sur ces sujets-là pour ensuite s'approprier le sujet et commencer à décliner son plan d'action en tirant sa première petite pelote et de façon pragmatique, opérationnelle, pour pouvoir engager toutes ces parties prenantes, y compris ses salariés, ses clients, etc., etc. Donc je pense que ce sont des sujets sur lesquels on peut travailler vraiment en mode partenarial. Deuxième question qui devait arriver. A-t-on toujours besoin de grossir et d'attirer en métropole? Est-ce compatible avec un modèle de transition viable? Et là, c'est le moment des croissances. Laura. Alors, je ne suis pas forcément adepte de la décroissance. Non, mais je sais, c'est moi qui le pose, je taquine. Non, c'était pour rebondir en plus sur ça me donne l'occasion de rebondir sur le surtourisme. Après, oui, on peut avoir du surtourisme et des pics de fréquentation. C'est des choses différentes quand même quand Venise se pose la question, est-ce qu'elle ne sera pas sous l'eau dans 10 ans et qu'on est obligé de mettre une taxe? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de nommer les choses. Et Big is Beautiful, c'est un modèle quand même qui est périmé depuis un certain temps. C'est un ouvrage qui a été publié après la Seconde Guerre mondiale, justement, pour revenir sur Small is Beautiful, où cette centralisation jacobine française qui part de tout part de Paris, c'est des modèles qui vont ensemble. Et non, on n'a pas besoin de grossir, justement, pour faire écho à ce que vous disiez. On peut parler, c'est un terme, ça s'appelle la coopétition. Qui justement allie la coopération et la compétition, justement parce que on ne sait pas tous tout faire. Et ce qui est important, c'est, si on rebondit aussi sur transition, moi j'aurais dit des transitions. De quelle transition on parle? Transition sociale, transition environnementale, voilà, il n'y a pas une transition, et il va y avoir la transition d'une entreprise, d'une association, pour correspondre à un besoin. Moi, je pense que c'est ça aussi toujours la méthode à adopter, c'est savoir qu'est-ce qu'on cherche, pourquoi grossir. C'est pas parce qu'on est plus gros qu'on va faire un meilleur chiffre d'affaires. Voilà, il n'y a pas forcément de corrélation ou de relation mathématique. Si je veux faire le parallèle avec nos big régions aujourd'hui, bon. Voilà, c'était forcément l'idée derrière, c'était soi-disant les lenders allemands, sauf que les lenders allemands, ils ont leur propre budget et leur propre marge de manœuvre, ce qui n'est pas du tout le cas de nos régions françaises. Oui, mais nous, on est toujours dans des décentralisations hémiplégiques, c'est ça qui est génial. Voilà. On transfère des pouvoirs, mais pas l'argent. Pardon, parenthèse. Jacques, finalement, il faut arrêter d'être des Obélix, il faudrait être que des petits Astérix. Alors c'est ni l'un ni l'autre, ou c'est les deux? Ah, voilà. Alors en fait, le sujet... Parce que je suis content d'avoir le temps, comme j'avais que 3 minutes tout à l'heure, maintenant je vais développer. Le vrai sujet, ici on joue à la belote. Vous n'imaginez même pas tous les messages que je reçois en mode à la belote, on a 8 cartes, d'accord? Celui qui va gagner à la belote, c'est celui qui a les 8 cartes de la même couleur. Donc le sujet, c'est pas forcément d'avoir plus de cartes, c'est qu'elles soient alignées. Et alignées, ça veut dire que si je reprends mon fenêtre, le F, le E, entreprise leader, les secondaires, les événements, l'appareil de recherche, etc. Il faut que ce soit aligné. Alors aligné, c'est pas on est au garde à vous, je veux voir qu'une seule tête. C'est que tous ces gens-là soient de la même famille ou travaillent dans le même secteur ou dans les mêmes objectifs économiques. Les industries culturelles et créatives, la santé globale, les énergies renouvelables, la pharmacie, etc. etc. Et donc la question, c'est pas forcément de grossir au sens premier, c'est d'aligner les atouts les uns sur les autres. Alors une remarque quand même, il se trouve que nous à l'Institut des études des métropoles, et je vous invite, il reste encore 2 places pour l'année prochaine. On démarre en janvier au Sénat. Bon, ceux que ça intéresse, on fait le tour des métropoles en France, et d'ailleurs on a été accueillis ici à Montpellier cette année, c'était passionnant. Et on sait que de plus en plus de métropoles en France butent sur le mur du million. Alors ce n'est pas le million du loto, c'est le million d'habitants. Et elles ont raison,
elles ont raison. Il y en a qui le disent très clairement, Bordeaux, Lyon et d'autres, Strasbourg. Nous, on ne veut pas dépasser le million, on ne veut pas grossir trop. Évidemment, pourquoi? Parce que quand on est trop gros, quand on est une métropole, ça devient invivable. Ça devient invivable pour tout un tas de raisons. Et donc la question, ce n'est pas forcément d'être énorme, c'est d'être aligné, intelligent, positionné, visible et donc séduisant. Hugo, peut-être là-dessus, sur cette dimension de surtourisme, pic de fréquentation, on voit bien deux manières de voir les choses qui ne sont pas vraiment les mêmes. Tout ce que je dis ça, pourquoi? Ça m'a fait penser à quelque chose, Laura, ce que vous avez dit. Il s'avère que pour les Parisiens, on a tous en tête sur cette dimension de Big is Beautiful, le Marais, le quartier du Marais, qui est complètement bouffé par ce surtourisme, à tel point, et avec une ville qui est tellement big, et que les gens n'arrivent plus à investir parce qu'il faut des rentrées d'argent absolument dantesques, la banlieue, la périphérie qui s'étale, enfin ce big, évidemment, voilà, on est dans un schéma là qui ne peut plus fonctionner. Pourquoi je dis ça? À un point où on a des zones aujourd'hui qui voient leurs écoles fermées. On a des territoires qui vont mourir de ça. Mais oui, ouais, Paris, bah oui, ouais, ils ferment ses écoles. Dans le 4e arrondissement, il y a des écoles qui ferment. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire du coup en termes de changement de paradigme pour vous? Oui, je suis assez d'accord avec l'approche Small is Beautiful, et de toute façon, c'est de notoriété. Enfin, il y a assez peu de personnes qui disent maintenant il ne faut pas réguler la gestion collective, les meublés de tourisme, ce qu'on appelle les Airbnb, plus personne ne croit à la libre concurrence, tout le monde connaît les impacts que ça peut avoir, les mesures de quotas, de réservation anticipée dans nos grands sites culturels, ça maintenant, c'est des choses qui sont bien mise en place, et en France justement, comme on est le premier pays en termes de nombre de visiteurs internationaux qu'on accueille chaque année, on a ce devoir d'être exemplaire et éviter ce qu'on n'a pas pour l'instant chez nous, la barcelonisation, venisation, amsterdamisation de nos fleurons urbains. Donc moi ce que j'aime bien dans la question telle qu'elle a été posée, c'est d'avoir séparé grossir et attirer, parce que comme le dit Jacques, il faut attirer les bonnes briques, il faut attirer ce qui nous permet de rester compétitif dans le flux permanent de talents, de compétences, d'investissements sur le secteur du tourisme, ce qui est très flatteur parce que la France est vue comme, on a un territoire exceptionnel, on est vu comme excellent. Les Espagnols, les Italiens nous envient, ils envient toutes les innovations qu'on a eues, on a inventé les villages vacances, on a inventé l'agritourisme, le no-tourisme, enfin voilà, il y a des choses dont on peut être fier, mais ils sont extrêmement agressifs pour nous dépasser et parfois ils y arrivent. Donc gros aveu d'humilité à avoir de notre côté, mais ce qui veut dire que dans un monde où, et là je ne parle pas d'attirer forcément les touristes qui viennent du bout du monde, mais les Espagnols, les Italiens, les Belges, les Anglais, les Allemands, ils commencent un petit peu à se poser la question, est-ce que c'est pas mieux d'aller dans une destination moins chère que la France? Et c'est pour ça, et je reboucle là-dessus sur la première question, il faut qu'on attire pour garder une réputation, une expérience, une qualité dans les séjours, et qualité de séjour égale souvent qualité de vie. Hein. Il y a pas, vous n'avez pas une qualité de séjour dans un endroit où la vie est extrêmement désagréable, et inversement. Sur la compétitivité, parce que c'est ça le vrai sujet dans le tourisme. Être compétitif et durable, c'est possible. Vous montez en gamme, vous premiumisez, vous investissez dans des dispositifs alternatifs pour le chauffage, les circuits, etc. Mais vous perdez le gros de la population. Et pour moi, le sujet de la transition durable du tourisme, c'est comment, on a déjà 40% des personnes qui ne partent pas en vacances en France, comment on fait pour qu'il y ait une offre qui soit compétitive pour les personnes qui sont dans les catégories socio-professionnelles populaires. Et c'est d'autant plus important ici où, avec la loi Racine, en 1963, le tourisme de masse, dans toute sa noblesse, a été inventé, c'est-à-dire quelle que soit la difficulté que vous avez, vous êtes ouvrier chez Peugeot, vous êtes ouvrier chez Renault, la société, le schéma qu'on vous propose, c'est aller dans le Languedoc, vous avez une meilleure expérience qu'en Espagne, quels que soient vos niveaux de revenus, vous aurez des CE, vous aurez les grandes entreprises qui vous aident à avoir un break en famille. Et ça, c'était une promesse très française qui s'est beaucoup étiolée. Maintenant, c'est malheureusement derrière nous. Et une des craintes que nous avons, nous, en tant qu'opérateurs de l'État, c'est comment faire en sorte que le tourisme social ne soit pas totalement désagrégé,
en perte de compétitivité, en perte d'attractivité, et qu'on ait uniquement une attractivité métropolitaine du tourisme sur les autres espaces qui soit réservée aux plus riches. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui était une promesse de société. Et effectivement, on n'est pas en bas de la pyramide de Maslow, évidemment, mais les meilleurs souvenirs qu'on peut avoir, c'est les vacances, c'est les expériences en famille. Il ne faut absolument pas que ce soit réservé à une élite. Mais non, et justement, ce que vous dites est central, parce qu'il faudrait juste tout simplement réhabiliter un concept qui était très en vogue dans les années 60, 70, qui était le 80, qui nous a tous conduits à partir en vacances dans les centres de vacances, les colos, des collectivités, etc. C'est le droit aux vacances, voilà, plutôt que de tourisme social. Mais certaines collectivités commencent justement à s'y remettre. Ça fait partie des débats sur ces transitions qui vont peut-être, et c'est ça qu'il va falloir... C'est ce qu'il va falloir poser comme enjeu, faire en sorte que la transition emmène tout le monde, y compris sur ces enjeux-là. On me dit qu'on n'a plus le temps. On me dit, alors c'est simple, on me dit finito. Voilà, je vous le lis expressément. Je voudrais vraiment qu'on applaudisse nos intervenants qui ont préparé, qui nous ont dit beaucoup de choses ce matin. Merci Hugo, Mathias, Corinne, Christelle, Laura, Jacques et Emmanuel. Marc, vous n'étiez pas monté, mais on pense à vous. Merci en tout cas.